Vous êtes là? Bonjour, ici Ellie de Hello Ellie Studio. Bienvenue dans mon atelier sous l'escalier. Je vous emmène avec moi pour une relecture illustrée à l'aquarelle d'Harry Potter, chapitre par chapitre. À chaque épisode, je vous proposerai une illustration inspirée de ma lecture et de mes différentes réflexions sur le chapitre qu'on aura vu ensemble. Aujourd'hui, on commence par le tout début. Laissez-vous donc porter par Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 1, le survivant. Et tant qu'on est là, une petite seconde. Ah voilà, comme ça c'est mieux. C'est parti. Pour l'illustration de ce premier chapitre, j'ai eu envie de revisiter l'adresse, la fameuse adresse des Dursley, le 4 Private Drive à Little Whinging dans le Surrey, mais à ma manière. Je vous propose de vous munir de vos retourneurs de temps. 2 tours devraient suffire. Moi, je vais chercher mes pinceaux et on se retrouve pour basculer dans ce premier chapitre. Alors, je n'ai pas le droit de vous lire le chapitre mot à mot, mais la première phrase est tellement connue que je vais quand même vous la lire telle qu'elle apparaît dans le livre. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. C'est une phrase qui nous place tout de suite dans le contexte et que je trouve très intéressante. Le narrateur nous place du point de vue de la famille Dursley et ce qu'il répondrait si jamais quelqu'un leur posait la question de savoir s'ils étaient normaux ou pas. C'est une phrase qui est très intrigante, déjà parce que, à ce que je connais, personne au monde ne pose jamais la question « Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes normal ?» Mais ça met également sur un socle l'idée que se font les Dursley de ce que doit être la vie et de ce qui est bien. Et donc pour eux, ce qu'il faut, ce qui est bien, c'est d'être normal. C'est intéressant et ça pose déjà la famille Dursley. Alors du coup, le narrateur nous présente la famille Dursley dans tout ce qu'elle a de plus normal. D'abord, on a Vernon et Pétunia. C'est un couple marié avec des vues très précises et étroites de ce que sont les conventions sociales et nous avons Dudley que, alors, de point de vue un peu subjectif, je vais pour l'instant considérer de bébé qui a l'air très agité. On n'en sait pas beaucoup plus. Et en plus, alors, c'est mon point de vue de maman, c'est difficile de juger un bébé par une ligne de texte. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Par contre, on nous présente tout de suite le fait que les Dursley, ils ont un secret. Leur secret, c'est le lien qu'ils entretiennent avec la famille Potter. La famille Potter, on ne sait pas du tout qui c'est, ils ne sont pas décrits, mais on sent qu'ils ne correspondent pas à l'idéal de normalité que convoite la famille Dursley. Et que par conséquent, ils ne veulent pas avoir de lien avec eux. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Lily Potter est la sœur de Pétunia Dursley. Ça, c'est ce qui nous est dit dans le texte. Et on sait également qu'ils ont un petit garçon, plus ou moins du même âge que Dudley. Vernon part travailler, mais des petits détails nous montrent à nous, spectateurs, que quelque chose, un événement étrange est en train de se tramer. On nous parle de hiboux qui sont sur, alors je sais plus c'est dans l'allée ou sur la voiture des Dursley. On nous parle de personnes avec des capes colorées qui font la fête, qui ont l'air un petit peu en dehors du cadre de la famille Dursley, du fameux cadre bien rangé. Il y a des hiboux qui volent en plein jour alors que ce sont des rapaces nocturnes et au cours de la journée, Vernon entend le nom des Potter. Alors il est un peu secoué notre bon Vernon parce qu'il veut rien avoir à faire avec les Potter mais il se dit Potter c'est un nom de famille, il y a plein de gens qui l'ont, c'est pas grave. Par contre, un peu plus tard dans la journée, il va entendre le prénom de Harry. Et là, c'est la lutte dans l'esprit de Vernon. Une partie de lui refuse de croire que ça a un rapport avec la famille Potter, la seule qu'il connaisse. Et une partie de lui se dit qu'il aimerait demander à Pétunia ce qu'elle en pense. Ce chapitre nous pose déjà intelligemment quelques termes qu'on reverra plus tard et qui, pour nous lecteurs, pour l'instant, ne renvoient pas à grand-chose. Il y a un des sorciers, enfin, on saura, nous, que c'est des sorciers, mais il y a une des personnes bizarres qui fait la fête qui parle de vous savez qui, et le terme moldu, qui est déjà
nommé vraiment très tôt dans le chapitre. Mais pour l'instant, on est du point de vue de Vernon. On comprend pas trop ce que ça veut dire. Nous, Moldus, vous savez qui, tous ces gens, ils sont juste bizarres, il veut rien avoir à faire avec. Le soir venu, Vernon aimerait quand même demander à Pétunia concernant sa famille. Alors il lance une petite question. Il s'appelait comment le fils de ta sœur là déjà? C'était Howard, non? Et Pétunia lui répond du tac au tac, non, Harry. Du coup, il est un peu chamboulé notre Vernon. Il sait pas trop. Il voit que Pétunia veut pas en parler, donc il insiste pas. Mais pour l'instant, malheureusement, tous les éléments pointent vers la famille Potter qu'il connaît. Et là, ils écoutent la télévision et un certain présentateur, Jim McGuffin, parle d'éléments étranges qui ont eu lieu dans la journée, de vols de hiboux, de pluies d'étoiles filantes rapportées un petit peu partout dans le pays. Et là, j'ai une petite anecdote rigolote. C'est l'instant anecdote rigolote. Alors, MacGuffin, ce n'est pas un nom anodin. MacGuffin, c'est un terme de cinéma qui est associé à Alfred Hitchcock, réalisateur et scénariste américain, qui a fait notamment La mort aux trousses, Fenêtre sur cour, Psychose, pour n'en citer que quelques-uns. Et en fait, un MacGuffin, c'est un prétexte qui permet de faire démarrer le scénario. Donc c'est clairement un terme de cinéma. Ce qu'il sous-entendait, c'est que par exemple, si le film va avoir pour thème des voleurs, le MacGuffin, ce sera le collier. Ou par exemple, si c'est de l'espionnage, l'élément MacGuffin, ce sera les documents. On n'est pas obligé de savoir ce qu'il y a dedans, et d'ailleurs, c'est plutôt abstrait. Mais par contre, c'est un objet, un élément, souvent abstrait, qui permet de lancer l'intrigue. Et là, c'est vachement bien trouvé, parce que justement, le vol de hibou et les pluies d'étoiles filantes, c'est justement du point de vue des Dursley quelque chose qui ne fait pas sens, ça n'a pas de sens. Par contre, du point de vue des sorciers, c'est le début de notre histoire, étant donné que c'est le moment où Voldemort a été vaincu par Harry, sauf que ça, ils ne le savent pas. Et donc, je trouve que ce petit élément MacGuffin était hyper bien trouvé. Donc, on a laissé notre bon Vernon... J'aime bien l'appeler le bon Vernon, alors que bon, on verra plus tard qui il est en réalité. Il était pas sûr de vouloir poursuivre la discussion avec Pétunia parce qu'il sentait bien qu'elle avait pas du tout envie de parler de sa sœur, et donc ils sont partis se coucher. Et là, on bascule complètement du côté magique de ce chapitre. Dans la rue, on nous décrit un homme qui arrive, mais c'est un homme un peu particulier. Il a des yeux bleus, pétillants. Il a de longs cheveux blancs, une barbe blanche qu'il porte rentrée dans sa ceinture, un manteau ou une cape, je sais plus, violette. C'est Albus Dumbledore. C'est un des personnages les plus importants de la série et c'est un de mes personnages préférés. Rien que cette description, ça nous fait basculer dans il y a un petit quelque chose bizarre là qui se passe quand même. Albus Dumbledore utilise un étai noir. Il est nommé, donc c'est une sorte de briquet argenté qu'il met au-dessus de sa tête et quand il l'enclenche, à chaque fois qu'il enclenche, une lumière qui vient de la rue, par exemple, s'éteint. Là, c'est un petit élément magique qui nous met juste une petite, un petit soupçon de magie, mais on ne sait pas encore de quoi il va être question. Ensuite, il s'adresse à un chat. Je vous en ai pas parlé de ce chat. Pourtant, il y a un moment, Vernon, il a l'impression qu'un chat lit une carte routière et ça le fait complètement sortir de son petit train-train. Lui déteste tout ce qui a l'air bizarre. Ce chat n'est pas un chat, en fait. Il se trouve que c'est le professeur McGonagall sous sa forme féline. Première apparition de McGonagall. Encore un personnage que j'adore. Tous les deux se mettent à parler d'événements étranges qui ont eu lieu dans la journée. Donc le vol de hibou, les étoiles filantes et notamment là, il y a McGonagall qui relie les pluies d'étoiles filantes à un personnage qui s'appelle Daedalus Diggle, qui est un personnage qu'on va revoir plus tard. Et McGonagall nous décrit ce fameux Daedalus Diggle comme n'ayant pas beaucoup de jugeote. Donc c'est tout ce qu'on sait sur le personnage pour le moment. La discussion s'engage et on sent que McGonagall en a gros sur la patate et qu'elle a très envie de parler de certaines choses avec Dumbledore. On nous apprend que Voldemort a tué les parents d'Harry, James et Lily, et que n'ayant pas réussi à tuer le petit garçon, il s'est passé quelque chose qui fait qu'il a disparu. Il a échoué à tuer Harry. McGonagall, elle est très retournée par la situation. Dumbledore, on le sent plus dans une espèce de froide logique, je dirais. Et donc, tous les deux se mettent à attendre un troisième personnage, qui est Hagrid.
Hagrid arrive sur une moto volante avec le petit Harry planqué dans un coin de son manteau et on nous explique que Dumbledore considère qu'il vaut mieux que Harry vive avec sa famille moldue, la seule avec qui il a encore un lien du sang, plutôt que dans le monde magique où il va être très célèbre, qu'il puisse grandir avec les moldus avant d'être prêt à devenir un sorcier quand le moment sera venu. Ça, c'est notre premier chapitre. Pour ce chapitre, j'aimerais beaucoup qu'on puisse parler de l'exposition des personnages qui est très intéressante. Et du coup, je vous ai gardé plein de petites choses. Ce chapitre, il pose déjà l'univers de ce que va être Harry Potter. Donc, le chapitre se finit par bébé Harry dans sa couverture qui tient à la main, en fait, serré dans sa main, une lettre de Dumbledore à l'attention de la famille Dursley pour lui expliquer en fait pourquoi Harry se trouve devant leur pas de porte. Il se trouve qu'on est en novembre et on en reparlera de ça. Pour résumer, on a deux mondes qui sont déjà présents dans ce chapitre qui n'est pas très long. On a le monde moldu d'un côté qui est représenté dans toute sa, j'ai envie de dire, splendeur par la famille Dursley qui sont un peu le pire du monde moldu, et on a le côté sorcier. D'abord le côté moldu, la famille adoptive d'Harry. On a Pétunia, Vernon, leur fils Dudley. 3 personnages sont présentés, ce sera exactement le même nombre de personnages présentés dans la partie sorcière. Ils sont pas sympathiques, on va pas se le cacher, et c'est des gens qui veulent juste être normaux, qui ont un peu les tares de personnes qui tentent de trop bien faire, qui ont des idées extrêmement arrêtées, qui sont très étroits d'esprit. Pas les meilleurs moldus, et d'ailleurs McGonagall le dit, c'est le pire type de moldu, et je suis bien d'accord avec elle. On verra plus tard plein de choses en rapport avec les Dursley, mais on en parlera dans les autres chapitres, c'est plus criant. Ce sur quoi je vais m'arrêter, c'est sur leur nom. D'après J.K. Rowling, Pétunia, c'est un nom qu'elle a choisi parce que dans ses jeux d'enfants, elle appelait toujours Pétunia les personnages féminins qui étaient antipathiques. Je trouve ça hyper sympa comme idée. Et ça pose bien le personnage. Donc Pétunia est une femme antipathique. Pétunia, c'est un personnage qui est très intéressant et dont on parlera, je vais garder un petit peu son analyse pour la fin de la saga, parce que c'est un personnage un peu plus profond qu'il n'y paraît. Vernon, d'après ce que j'ai lu sur Feu Pottermore, harrypotter.com, c'était un nom qui n'inspirait pas grand-chose à J.K. Rowling, donc un petit peu un nom plat, donc un peu normal qu'elle a donné à Vernon. Et Dursley, par contre, c'est le nom d'une ville du Gloucestershire. Alors, pardonnez-moi ma prononciation anglaise, je vous le mets là si ça vous intéresse. Et elle l'a choisi pour le son, la sonorité de cette ville qui avait un côté très ville morne, un petit peu sans grand intérêt. Dudley, j'ai pas d'infos sur son prénom, donc je peux rien en dire. Mais en tout cas, tous ces prénoms ont un sens. Ce qui est rigolo, c'est que Dudley, par contre, pour l'instant, il est un peu traité plus comme un objet où on va entendre McGonagall parler de ce qu'elle a vu. Donc c'est Dudley qui fait une crise pour avoir des bonbons. On va avoir le fait que Dudley, il veut pas dire au revoir à son père, qu'il crie, etc. Mais du coup, c'est dur de pouvoir qualifier un personnage aussi jeune parce que à moins d'1 an, oui, bah la plupart des enfants, ils pleurent et ils font des crises pour rien. C'est juste qu'on voit par contre ça. Dudley, pour moi, on voit sa construction en réaction avec ses parents. C'est-à-dire, il fait des crises et les Dursley sont contents. Ils considèrent que c'est un garçon vivant. Vraiment, il lui passe tout. C'est ça qui est plus important dans la construction de Dudley par rapport à ce que lui est, en fait. Et d'ailleurs, on verra dans d'autres chapitres, mais Dudley, on sait pas trop, en fait, ce qu'il aime pas, qui il est. Ce qu'on sait, c'est en réaction, c'est réaction. C'est plutôt de l'action, de la réaction qu'on sait sur Dudley plutôt que la personnalité de Dudley, finalement. Enfin, on va en avoir un aperçu bientôt. Après la présentation des Moldus, il y a le trio des sorciers qui arrive donc en deuxième partie de ce chapitre. Moi, j'appelle ça le trio d'enfer parce qu'on a 3 personnages tout aussi importants et qui se complètent à merveille. Vous allez voir. D'abord, en fait, le premier personnage magique qui nous est introduit, c'est le chat. Le professeur McGonagall sous sa forme de chat. On nous dit pas que c'est un personnage magique, mais on le voit dès la 2e page quand Vernon la voit avec une carte routière sous ses pattes. Et donc, en fait, elle est là depuis le début. McGonagall, une dame sévère avec un chignon qui a une tenue rigide, avec une belle cape verte émeraude sur les épaules.
C'est ce qu'on sait d'elle à peu près. C'est un de mes personnages préférés dans le livre et dans le film. En fait, j'ai beaucoup de personnages préférés, ça dépend toujours des chapitres. Et j'adore Maggie Smith en professeur McGonagall. C'est vraiment, je ne lui trouve pas un défaut. J'adore sa manière de le jouer. Je la trouve presque un petit peu plus maternante, entre guillemets, que la McGonagall du livre. Et franchement, je trouve que le choix était top. Du coup, pour la série, à ce que j'ai vu, c'est Janet McTeer. C'est une actrice britannique qui est pressentie pour jouer McGonagall. De ce que j'ai vu, je suis pas très au courant de la série, mais de ce que j'ai vu, ce serait Janet McTeer. Je ne la connais pas, donc pour l'instant, je peux pas vraiment me faire une idée si ça colle ou pas. Je me rends pas compte. Et même si je me faisais une idée, en fait, les acteurs étant des acteurs, des fois, ils sont très surprenants dans des rôles où on les avait pas vus. Donc, à voir pour Janet McTeer, je ne dis rien. Le deuxième personnage qui apparaît est un peu plus décrié. Il est plus en demi-teinte dans la saga, je trouve. C'est le professeur Albus Dumbledore. Il y a beaucoup de choses à dire sur Dumbledore. Je le garde un petit peu pour d'autres chapitres parce que il y a beaucoup à dire sur Dumbledore. Il y a beaucoup de théories sur Dumbledore et tout est très intéressant. Moi, c'est un de mes personnages préférés pour une raison, un de mes personnages préférés pour une raison rigolote, c'est que il fait du tricot et je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui aime le tricot. Voilà. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. J'ai grandi avec les livres et les films en parallèle. Ce qui veut dire que j'ai grandi avec la vision de Richard Harris, puis de Michael Gambon. J'adore Richard Harris en Dumbledore. Alors certes, je suis assez d'accord avec les critiques qui disent qu'il n'a pas la pétillance et le côté farfelu du Dumbledore du livre, et c'est bien dommage. Mais j'aime beaucoup son aspect très posé, très calme. J'aime beaucoup son interprétation. Pour moi, c'est le visage de Dumbledore. Je trouve qu'il a un visage effectivement assez fin. Alors, il n'a pas le nez qui a l'air d'être cassé à 2 endroits. Mais franchement, je trouve qu'il était très bon dans son rôle de Dumbledore. Michael Gambon, j'ai beaucoup de mal avec sa performance. C'est un Dumbledore, je comprends, qui campe un peu mieux le côté puissant et un peu terrifiant du Dumbledore qu'on verra contre Voldemort dans la saga. Par contre, je ne peux pas lui pardonner de la coupe de feu. Je n'y arrive pas. Je trouve que je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire à ce moment-là. Vraiment, ça m'a sorti du film. Je me suis dit, mais non, il y a marqué calmement dans le livre. En plus, c'est spécifié. Alors, il a voulu apporter sa touche personnelle, ce qui est tout à son honneur. Mais du coup, pour moi, il ne correspond pas à mon Dumbledore, celui qui est dans ma tête. Richard Harris correspond mieux. Et dernier personnage, nous avons Hagrid, qui est un super personnage. C'est vraiment l'homme maladroit. Il est gigantesque, il est décrit avec des chaussures qui semblent être en forme de bébé dauphin. Donc ça vous donne une idée de la taille de la chaussure quand même. Il a des gants, je crois, de la taille d'un couvercle de poubelle. Vraiment, elle est décrite de manière hyper absurde. Et on sent son côté bourru, on sent son côté gentil. On sent vraiment tout ça dans Hagrid dès les premières minutes. Il veut faire un bisou à bébé Harry, il lui fait un bisou hirsute. Enfin, vraiment, c'est un personnage très touchant, Hagrid. On le verra beaucoup, surtout dans le tome 2, qui va décliner un peu plus son identité, et dans le tome de la Coupe de Feu également, on en apprendra plus sur Hagrid. Mais c'est vraiment un personnage très attachant, et je trouve que la performance de Robbie Coltrane y était pour beaucoup. Il campait à la perfection ce Hagrid bourru et gentil à la fois, et ça a été une grosse perte, moi je trouve, Robbie Coltrane. Et ils ont mis du coup pour la série Nick Frost. Il y a les premières images qui sont apparues de la série, et autant je suis très contente de voir Nick Frost parce que j'aime beaucoup Nick Frost et Simon Pegg dans la trilogie des Cornetto, Le Dernier Bar avant la fin du monde, Hot Fuzz et ils sont dans le désordre, hein, et Shaun of the Dead. Et du coup, j'étais trop contente de voir Nick Frost qui a un peu ce côté gros nounours, mais je pense que ça va être dur de passer après Robbie Coltrane. Je trouve que vraiment Hagrid, surtout que là pour l'instant les visuels sont très proches des deux, donc comment vont-ils se différencier? On verra bien. Les 3 personnages sorciers sont des personnages présentés de manière très iconique, très colorée. Ils sont riches en couleurs au sens propre comme au figuré. Donc entre la description d'Hagrid avec son manteau en peau de taupe, Dumbledore qui a carrément la barbe qui est maintenue par sa ceinture tellement elle est longue, et McGonagall qui est une caricature de professeur sévère et rigide, mais avec un fond de sentiments et d'émotions présents. Et leur couleur, McGonagall avec son vert émeraude pour sa cape,
Dumbledore avec le violet de sa cape ou son manteau. Hagrid un petit peu moins coloré, mais quand même on a la couleur de cette tenue, peau de taupe, enfin c'est fou quand même. Du coup ça contrebalance totalement le côté très normal et le côté très fade en fait de la famille Dursley. Bébé Harry, il n'est pas tant décrit que ça, on sait juste qu'il a une cicatrice en forme d'éclair et que Dumbledore se refuse à lui enlever parce que il considère que c'est un signe important. Et d'ailleurs lui-même a une cicatrice au-dessus du genou, réplique originale du métro de Londres. Il y a un sacré équilibre entre tous ces personnages. C'est une belle équipe, comme on dit. Et quand je vous ai dit, en fait, ils se contrebalancent très bien. Parce qu'en fait, on a Dumbledore qui est un peu le personnage raisonnable, logique, froide, tout en étant un petit peu pétillant. McGonagall qui est la loi et l'ordre et l'émotion. Et Hagrid qui est ce côté très émotionnel et ce côté très primaire des sentiments avec le raisonnement... Mais c'est pas le raisonnement en moins, mais lui vraiment il vit les choses et il les exprime comme il les vit. Et du coup, on a la sévérité de McGonagall qui est contrebalancée par l'espièglerie de Dumbledore. On a l'émotivité d'Hagrid et de McGonagall face au destin d'Harry, compensée par la froide logique de Dumbledore. On a Dumbledore et McGonagall et leur raisonnement qui contrebalancent l'émotivité d'Hagrid. Et tous ces personnages, en fait, ils marchent très bien en symbiose, entre guillemets, entre eux. Ils marchent très bien ensemble. Par contre, est-ce qu'on peut pas se dire quand même que on est au mois de novembre, comme je vous l'ai dit, on est le 1er novembre. On sait que les Potter ont été attaqués la nuit d'Halloween, et donc, entre le 31 octobre et le 1er novembre, et Hagrid, comme il y a eu la fête entre les deux, moi je considère qu'Hagrid, il est arrivé dans la nuit entre le 1er novembre et le 2 novembre. Est-ce qu'on peut pas se dire que quand tu déposes un bébé sur le pas d'une porte au mois de novembre et que donc il fait sans doute pas très chaud, peut-être qu'un sorcier, il doit avoir les moyens de sonner discretos de loin pour que quelqu'un ait récupéré cet enfant avant qu'il passe 5 heures dehors dans le froid? Alors, c'est clairement une vue de maman, mais j'avoue que quand je l'ai lu la dernière fois, je me suis dit, mais vous voulez pas qu'il dorme au chaud? Parce qu'il peut aussi choper une pneumonie, hein, Harry, là, globalement. C'est un détail, mais c'est vrai que c'est un détail quand tu le lis ado ou enfant, tu te poses pas la question. Quand tu le lis adulte, tu te poses la question. Pour résumer, je trouve que ce chapitre est hyper bien construit. Il nous montre les deux mondes. Donc, le monde des Moldus, qui est présenté par une famille extrêmement désagréable, et 3 personnages du côté Moldu qui forment une famille, et du côté sorcier, on a également 3 personnages qui forment aussi une sorte de famille en fait d'esprit, et du coup le lecteur se rend compte que il va être dans la peau un peu d'Harry, ce qui est le cas parce que pour l'instant le narrateur nous montre la scène, mais ensuite on va être plongé du point de vue de Harry, et pour l'instant en fait on voit ce bébé qui arrive, qui n'est pas vraiment décrit, et lui il dort, donc il est en dehors de l'action. Il se trouve, c'est bien fait ça pour le coup, il se trouve à la porte entre le monde de la magie et le monde moldu. Et ça va être un espèce de grand écart permanent que Harry va devoir faire toute son adolescence. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que ce chapitre mérite d'être bien étudié parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dedans. D'un point de vue illustration, j'ai dessiné le foyer de la famille Dursley. Je l'ai un peu pimpé, je vous avoue. On connaît tous la maison des Dursley du film avec ses briques un peu kaki et puis sa porte marron. Moi, je voulais un petit peu quelque chose de plus joli et donc j'ai fait une twin. Les maisons twin, c'est donc des maisons qui sont reliées soit par le garage, soit par un mur. 2 familles qui vivent dans des maisons qui sont reliées à l'inverse de maisons qui sont entourées de leur terrain en fait. Là, dans ce cas-là, il y a quand même des voisins assez proches d'un côté, voire des 2 côtés. Et bon, c'est pas parce que les Dursley sont des gens désagréables que leur maison doit forcément être moche. Donc j'ai voulu dessiner une maison qui était quand même jolie. Je lui ai rajouté un petit beau window. Et sur le muret, j'ai mis un petit chat énigmatique avec des petites paillettes de blanc en blanc pour montrer que il a quelque chose de particulier, ce chat. Pour l'instant, on ne sait pas trop quoi c'est. Et à la fenêtre, vous voyez la tante Pétunia qui ne peut pas s'empêcher de se livrer à son rituel préféré, c'est-à-dire espionner ses voisins. Et là, pour moi, elle regarde le chat en se disant « Qu'est-ce que tu fais sur mon muret ? Je parie que tu vas mettre des saletés. » Et je trouve que c'est une bonne idée. Ceci dit, je trouve que mon personnage de Pétunia est presque trop sympathique par rapport au vrai personnage de Pétunia, qui est représenté comme étant chevalin, une tête de cheval, quoi, avec un grand nez. Et effectivement, là, ça lui rend pas hommage.
Par contre, je suis persuadée que si la tante Pétunia est à fond 600% normalité, elle a forcément planté des rosiers devant chez elle. C'est sûr et certain. Et qu'elle doit bien les arroser de produits chimiques anti-limaces, ou mieux, les faire arroser par Harry. On va se dire aussi que la petite fenêtre au premier étage, c'est une fenêtre accessible au cas où, je sais pas, moi, peut-être une Ford Anglia bleue arriverait pour aider Harry un jour, on ne sait pas. Je fais un peu ma Trelawney, mais je vous évite les menaces de mort imminente et tragique. C'est donc ça mon interprétation du Cat Private Drive à Little Whinging dans le Surrey. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous plaît. Je prends énormément de plaisir à parler de cette saga qui m'a beaucoup porté dans mon adolescence. J'espère que vous prendrez le même plaisir que moi. Si vous avez des choses à rajouter sur les personnages, sur ce premier épisode, ou si vous avez des demandes particulières de personnages que vous voulez voir adaptés ou de scènes que vous avez envie de voir illustrées différemment, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages, des commentaires. Abonnez-vous si vous voulez la suite, parce que la suite arrive bientôt. Et je vous souhaite de pouvoir, comme moi, vous immerger un petit peu dans l'univers d'Harry Potter, de prendre le temps, peut-être même d'avoir pris une tasse de thé en m'écoutant et en regardant ce dessin. Et je vous dis à la prochaine pour suivre avec moi cette relecture illustrée. À plus tard!